Je soutiens qu'il existe un moment précis dans la vie d'une république où le danger cesse de venir de l'extérieur et commence à émerger de l'intérieur. Ce moment ne s'annonce pas par des drapeaux brûlés ou des manifestations dans les rues. Il s'annonce par un silence calculé, suivi d'un vote inattendu. Et lorsque ce vote provient de sénateurs du même parti que le président, lorsque ces sénateurs décident de limiter l'autorité militaire de leur propre chef d'État, nous ne sommes plus dans le domaine de la politique ordinaire. Nous sommes dans celui de la préservation institutionnelle. Parce qu'un président qui déclare l'urgence nationale tout en voyant son propre camp voter contre ses prérogatives militaires n'est pas simplement en difficulté politique. Il est en confrontation ouverte avec l'idée même que le pouvoir exécutif doit être conditionné par des limites. Cette confrontation n'est pas anecdotique, elle révèle une mutation profonde dans la manière dont les présidents américains conçoivent leur autorité. Pendant 2 siècles, les limites constitutionnelles étaient considérées comme des contraintes légitimes, parfois frustrantes, mais nécessaires. Aujourd'hui, elles sont perçues comme des obstacles politiques que l'on contourne par des déclarations d'urgence. Et lorsque le Congrès tente de réaffirmer ses prérogatives, il n'est plus traité comme un co-législateur, mais comme un adversaire. Ce glissement, si discret qu'il passe presque inaperçu dans le flux quotidien de l'information, est en train de redéfinir ce que signifie gouverner aux États-Unis. Le public interprète généralement ces événements à travers le prisme de la confrontation Trump-opposition. C'est une lecture commode parce qu'elle correspond au schéma narratif dominant depuis 2016. Mais cette lecture rate l'essentiel, car ce qui se joue aujourd'hui à Washington n'est pas une bataille entre 2 camps idéologiques. C'est une fracture au sein même du Parti républicain, une fracture qui oppose ceux qui croient encore à la séparation des pouvoirs, à ceux qui pensent que cette séparation est devenue un luxe obsolète. Le spectacle médiatique contribue à cette confusion. Chaque jour apporte son lot de déclarations incendiaires, de menaces contre des alliés, de promesses d'action unilatérales. Le Groenland devient un sujet de discussion sérieux. Le Venezuela justifie une urgence nationale. Les pouvoirs de guerre sont évoqués comme des outils de négociation. Et parce que ce flux est incessant, le public finit par traiter chaque controverse comme du bruit, un spectacle certes inquiétant, mais sans conséquences structurelles. Or, c'est précisément cette fatigue informationnelle qui permet l'érosion des normes. Car pendant que l'attention publique saute d'une polémique à l'autre, des mécanismes constitutionnels fondamentaux sont en train de se déplacer. Des sénateurs républicains votent pour restreindre l'autorité militaire présidentielle. Des résolutions sur les pouvoirs de guerre, autrefois symboliques, deviennent des lignes rouges. Et ce qui aurait été impensable il y a 3 ans, des républicains s'alliant aux démocrates pour limiter Trump, devient non seulement pensable, mais nécessaire. Ce changement ne reflète pas une conversion idéologique soudaine. Il reflète une prise de conscience institutionnelle. Certains sénateurs ont compris que leur silence complice était en train de détruire les prérogatives du Congrès de manière irréversible. Que si le président peut déclarer des urgences à volonté, engager des menaces militaires sans consultation et traiter toute opposition comme une trahison, alors le pouvoir législatif n'a plus de fonction constitutionnelle réelle. Il devient une chambre d'enregistrement, un décor démocratique derrière lequel opère un exécutif impérial. Et c'est ce que ces sénateurs refusent de laisser se produire, non par vertu morale particulière, mais par instinct de survie institutionnelle. Les pères fondateurs ont conçu un système où l'ambition personnelle serait canalisée par la structure institutionnelle. Madison l'écrivait clairement dans Fédéraliste numéro 51. L'ambition doit être faite pour contrecarrer l'ambition. Ce n'était pas une aspiration philosophique abstraite, c'était une ingénierie politique concrète fondée sur l'idée que les détenteurs de pouvoir défendraient jalousement les prérogatives de leur propre institution, indépendamment de leur loyauté partisane. Cette ingénierie suppose une chose que Madison considérait comme évidente, que des législateurs républicains refuseraient qu'un président républicain outrepasse ses pouvoirs,
non par hostilité envers lui, mais par attachement à leur propre autorité constitutionnelle, que la séparation des pouvoirs ne dépendrait pas de la vertu des hommes, mais de la structure des incitations institutionnelles. Ce mécanisme a fonctionné pendant 2 siècles, imparfaitement, certes, mais il a fonctionné. Les présidents qui tentaient de gouverner seuls se heurtaient à leur propre camp législatif. Les congrès défendaient leurs prérogatives budgétaires, leur pouvoir de déclaration de guerre, leur autorité de contrôle, et cette défense n'était pas idéologique, elle était institutionnelle, mais depuis 2017, ce mécanisme s'est grippé. Chaque test constitutionnel a été transformé en test de loyauté personnelle. Les sénateurs qui osaient questionner le président étaient traités comme des traîtres, primés lors des élections, humiliés publiquement. Non pas parce qu'ils s'opposaient à des politiques conservatrices, mais simplement parce qu'ils refusaient de traiter le président comme infaillible. Et c'est pourquoi le vote sur la War Powers Resolution en janvier 2025 marque une rupture historique. Non pas parce qu'il change immédiatement la réalité pratique, mais parce qu'il signale que le mécanisme de contrôle interne commence à se réactiver, que certains sénateurs républicains ont décidé que leur survie institutionnelle comptait plus que leur confort politique immédiat. Ce vote n'était pas une révolution, c'était une correction, une tentative de restaurer l'équilibre madisonien avant qu'il ne soit trop tard pour le faire sans crise constitutionnelle majeure. Mais le fait même qu'une telle correction soit devenue nécessaire révèle à quel point le système s'était déséquilibré. Car dans une république saine, un président ne devrait jamais avoir besoin qu'on lui rappelle qu'il ne peut pas menacer unilatéralement des alliés de l'OTAN avec la force militaire. Cette limite devrait être évidente. Le fait qu'elle ne le soit plus est le symptôme d'une transformation profonde dans la conception américaine du pouvoir exécutif. Il existe une culture politique américaine forgée au XVIIIe siècle et transmise avec plus ou moins de fidélité à travers les générations qui repose sur une méfiance profonde envers l'autorité concentrée. Cette culture n'est pas sentimentale, elle est pragmatique. Elle suppose que même les dirigeants les mieux intentionnés peuvent succomber à la tentation de l'arbitraire et qu'il faut donc des contrepoids permanents pour empêcher cette dérive. Cette méfiance se manifestait traditionnellement par une acceptation stoïque de la lenteur gouvernementale. Les Américains se plaignaient de la bureaucratie, mais ils comprenaient intuitivement que cette bureaucratie était le prix à payer pour éviter la tyrannie. Ils trouvaient le Congrès inefficace, mais ils savaient que cette inefficacité était préférable à un exécutif tout-puissant. Aujourd'hui, cette culture s'érode sous la pression d'une autre vision du pouvoir, une vision qui ne se réclame d'aucune idéologie particulière, mais qui traverse tout le spectre politique. C'est l'idée que les institutions sont trop lentes, trop corrompues, trop bureaucratiques, et qu'il faut donc un leader capable de faire avancer les choses en contournant ces obstacles. Cette rhétorique séduit parce qu'elle promet l'efficacité dans un monde où les problèmes semblent urgents et les institutions sclérosées. Mais elle dissimule un danger mortel. Une fois que l'on accepte qu'un président peut contourner le Congrès au nom de l'urgence, on perd tout moyen de distinguer les vraies urgences des urgences fabriquées pour des raisons politiques. Et c'est exactement ce que nous observons. Chaque nouvelle déclaration d'urgence sur l'immigration, sur le pétrole vénézuélien, sur d'hypothétiques menaces militaires, normalise l'idée qu'un président peut gouverner par décret, non pas temporairement, en attendant que le Congrès agisse, mais de manière permanente, parce que le Congrès est considéré comme un obstacle plutôt que comme un partenaire. Cette normalisation transforme le caractère même de la citoyenneté américaine. Car si les citoyens en viennent à croire que les débats parlementaires sont inutiles, que les compromis sont des signes de faiblesse et que seul un leader fort peut sauver le pays, alors la démocratie représentative devient une coquille vide. On garde les élections, mais on perd l'esprit républicain qui les animait. Et ce qui rend cette transformation particulièrement insidieuse, c'est qu'elle se drape dans le langage de la démocratie,
le président prétend incarner la volonté populaire. Il se présente comme le seul capable de tenir ses promesses face à une élite politique corrompue. Et lorsque le Congrès tente de le limiter, il n'est pas décrit comme exerçant ses prérogatives constitutionnelles, mais comme sabotant la volonté du peuple. Cette inversion rhétorique est ancienne. Elle a été utilisée par tous les dirigeants qui cherchaient à concentrer le pouvoir, mais elle reste efficace parce qu'elle exploite une frustration réelle envers les institutions représentatives. Et c'est pourquoi la résistance républicaine actuelle est si importante. Elle ne dit pas que le président a tort sur toutes les politiques. Elle dit simplement qu'il ne peut pas gouverner seul, même s'il a raison. Les sénateurs qui votent contre leur propre président ne le font pas par héroïsme soudain. Ils le font parce que les incitations politiques ont changé. Et ce changement révèle quelque chose de plus profond que la simple accumulation de controverses. Il montre que la loyauté partisane elle-même est devenue un piège. Pendant des années, le calcul était simple. Un sénateur républicain qui s'opposait à Trump risquait d'être attaqué publiquement, de perdre le soutien financier du parti et de faire face à un challenger redoutable lors des primaires. Le coût politique de la dissidence était donc prohibitif. Mais ce calcul reposait sur une hypothèse, que Trump resterait populaire auprès de la base et que cette base suivrait ses directives électorales de manière disciplinée. Or, cette hypothèse commence à se fissurer. Non pas parce que Trump a perdu son emprise sur une partie importante de l'électorat républicain, mais parce que certains sénateurs ont compris que leur survie politique ne dépend plus uniquement de leur soumission au président. Elle dépend aussi de leur capacité à démontrer qu'ils ne sont pas totalement inféodés à lui. C'est un changement subtil mais décisif, car si un sénateur peut gagner politiquement en s'opposant à Trump sur des questions précises, notamment sur l'usage de la force militaire, alors le mécanisme de contrôle interne au parti se réactive. La loyauté cesse d'être absolue et redevient conditionnelle. Et c'est exactement ce que la séparation des pouvoirs exige. Mais ce processus est fragile. Il dépend de la volonté des électeurs républicains de tolérer cette dissidence. Et pour l'instant, il n'est pas évident que cette tolérance existe de manière suffisamment large. Ce que nous voyons, ce sont des sénateurs qui testent les limites, qui votent prudemment contre le président sur des résolutions symboliques, tout en continuant de le soutenir sur l'essentiel. C'est un exercice d'équilibre politique délicat, pas une révolution institutionnelle. Et c'est précisément ce qui rend la situation si dangereuse. Parce que pendant que ces sénateurs avancent prudemment, le président continue d'étendre ses pouvoirs. Chaque jour de silence du Congrès est un jour de plus où l'exception devient norme. Le piège des incitations fonctionne ainsi. Les sénateurs savent que s'ils ne bougent pas, ils deviennent complices d'une dérive autoritaire qui finira par détruire leur propre institution. Mais s'ils bougent trop vite ou trop ouvertement, ils perdent leur siège. Et s'ils perdent leur siège, ils ne peuvent plus rien faire du tout. Donc ils avancent lentement en testant à chaque fois la réaction de leur électorat. Et pendant ce temps, le président continue d'accumuler des précédents. Il déclare une urgence sur le pétrole vénézuélien. Il menace le Groenland. Il traite toute limitation comme une trahison. Et chacune de ces actions, laissée sans réponse ferme, devient un modèle pour les présidents futurs. C'est ainsi que les républiques se transforment, non par révolution, mais par accumulation de petits renoncements, chacun rationnel, pris isolément, mais collectivement catastrophiques. Prenons l'exemple précis du vote sur la War Powers Resolution en janvier 2025. Sur le papier, cette résolution ne change rien de fondamental. Elle rappelle simplement que le président ne peut pas engager les États-Unis dans un conflit militaire sans l'autorisation du Congrès, sauf en cas d'attaque imminente contre le territoire américain ou ses forces armées. C'est une réaffirmation d'un principe déjà inscrit dans la Constitution et codifié dans la loi de 1973. Mais dans le contexte actuel, ce vote a une portée symbolique et pratique considérable. Il intervient après que le président a publiquement évoqué l'usage de la force pour obtenir le contrôle du Groenland, un territoire danois, donc un territoire d'un allié de l'OTAN.
Cette déclaration, que beaucoup ont voulu traiter comme une simple provocation rhétorique, a en réalité forcé le Congrès à se poser une question constitutionnelle fondamentale. Et si ce n'était pas qu'une provocation ? Car dans la logique constitutionnelle américaine, une fois qu'un président formule publiquement une option militaire, il devient politiquement difficile de faire marche arrière sans paraître faible. Et cette dynamique crée une pression vers l'escalade. C'est précisément ce mécanisme que la résolution sur les pouvoirs de guerre cherche à bloquer. En votant massivement pour limiter l'autorité présidentielle en matière de guerre, les sénateurs républicains envoient un message institutionnel clair. Vous ne pouvez pas nous mettre devant le fait accompli. Si vous voulez une action militaire, même limitée, même symbolique, vous devrez venir nous convaincre. Et si vous ne pouvez pas nous convaincre, vous ne pouvez pas agir. La réaction du président à ce vote est tout aussi révélatrice que le vote lui-même. Plutôt que d'accepter cette limite comme normale, il a appelé Susan Collins, une sénatrice républicaine modérée qui a voté pour la résolution, pour l'insulter personnellement. Ce n'est pas un détail anecdotique de la politique washingtonienne. C'est la preuve que le président considère toute restriction à son pouvoir comme une trahison personnelle et non comme le fonctionnement ordinaire du système constitutionnel. Cette confusion entre pouvoir personnel et pouvoir institutionnel est au cœur du problème. Car un président qui traite le Congrès comme un ennemi ne cherche plus à gouverner dans le cadre constitutionnel. Il cherche à gouverner malgré ce cadre. Et lorsque cette attitude devient normalisée, lorsque les citoyens s'habituent à l'idée qu'un président doit pouvoir agir sans contrainte, alors la séparation des pouvoirs cesse d'être un principe vivant et devient une relique historique. Le cas du Groenland illustre également une autre dimension du problème, la manière dont la géopolitique est désormais traitée comme une négociation immobilière. Pour le président, le Groenland n'est pas un territoire habité avec une histoire, une population et un statut juridique complexe au sein du royaume du Danemark. C'est un actif stratégique qu'on peut acquérir si l'on négocie suffisamment fort. Cette vision transactionnelle de la politique internationale n'est pas nouvelle. Mais elle devient dangereuse lorsqu'elle est couplée avec une menace d'usage de la force, car les alliés ne sont pas des partenaires commerciaux. Ils sont liés par des traités qui engagent l'honneur et la crédibilité des États-Unis. Et lorsqu'un président menace un allié, même rhétoriquement, il ne dégrade pas simplement une relation bilatérale. Il met en question l'ensemble du système d'alliances sur lequel repose la sécurité occidentale depuis 1945. C'est cette dimension que les sénateurs républicains ont comprise. Leur vote n'était pas une opposition à Trump en tant que personne. C'était une tentative de préserver la crédibilité institutionnelle des États-Unis face au monde. Parce qu'une fois que les alliés commencent à douter que le Congrès américain puisse contrôler le président, ils recalculent leurs propres engagements de sécurité. Et c'est ainsi qu'un tweet sur le Groenland, apparemment anodin, devient un test constitutionnel majeur. Ce que nous risquons aujourd'hui n'est pas une dictature ouverte à l'américaine. C'est quelque chose de plus subtil et de plus probable, un accident constitutionnel, une situation où personne n'a voulu franchir définitivement la ligne rouge, mais où tout le monde y a contribué par petites touches jusqu'à ce que le système ne puisse plus revenir en arrière sans crise majeure. Ces accidents arrivent lorsque des précédents sont posés sans qu'on en mesure les conséquences à long terme. Un président déclare une urgence nationale pour contourner le Congrès sur une question commerciale. Le Congrès proteste formellement, mais ne fait rien de concret. Le précédent est posé. Un autre président utilise ce même mécanisme pour une question de sécurité intérieure. Encore une fois, le Congrès grogne, mais laisse faire. Et progressivement, l'idée que le président peut gouverner par urgence devient normale, jusqu'au jour où un président décide que l'urgence justifie une action militaire unilatérale. Et là, le Congrès découvre qu'il n'a plus les outils politiques pour l'arrêter, parce qu'il a lui-même validé, par son silence répété, l'idée que l'urgence suspend les règles ordinaires de délibération. C'est ce scénario que certains sénateurs républicains tentent aujourd'hui d'éviter.
Pas parce qu'ils pensent que Trump va envahir le Groenland demain matin, mais parce qu'ils comprennent que si ce précédent est posé maintenant, le prochain président, qu'il soit républicain ou démocrate, l'utilisera aussi. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour protester sans paraître hypocrite. Le risque d'accident est maximal lorsque tout le monde croit que ça ne peut pas arriver ici, que les institutions américaines sont trop solides, que les contre-pouvoirs fonctionnent, que quelqu'un interviendra au dernier moment pour empêcher le pire. Mais les institutions ne sont solides que si elles sont défendues activement. Et les contre-pouvoirs ne fonctionnent que si ceux qui les incarnent acceptent d'en payer le prix politique. Or, ce prix, beaucoup de sénateurs ne veulent pas le payer, non par lâcheté morale, mais par calcul rationnel, parce qu'ils savent que s'opposer frontalement au président leur coûtera probablement leur siège, et qu'une fois leur siège perdu, ils ne pourront plus rien faire pour préserver les institutions. C'est ainsi que les démocraties s'érodent, non par coup d'État spectaculaire, mais par une série de renoncements individuels, chacun rationnel, pris isolément, mais collectivement catastrophiques. Et c'est pourquoi les historiens futurs ne jugeront pas seulement Trump, ils jugeront aussi ceux qui avaient le pouvoir de le limiter et qui ont choisi le silence. Car l'histoire ne pardonne pas aux spectateurs qui prétendent avoir été impuissants alors qu'ils occupaient des positions de pouvoir institutionnel. Je ne fais pas de prédiction, mais je peux identifier 3 trajectoires plausibles en fonction de la manière dont cette crise institutionnelle se résout dans les mois qui viennent. La première trajectoire est la restauration institutionnelle. Dans ce scénario, les sénateurs républicains continuent de s'affirmer progressivement, non pas en s'opposant systématiquement au président, mais en réaffirmant méthodiquement les prérogatives du Congrès. Les résolutions sur les pouvoirs de guerre deviennent contraignantes. Les déclarations d'urgence sont scrutées par des commissions indépendantes et des inspecteurs généraux. Les menaces contre les alliés sont immédiatement condamnées par des résolutions bipartisanes. Et progressivement, le président comprend qu'il ne peut plus gouverner seul, qu'il doit négocier avec le Congrès, même sur les questions de politique étrangère. Ce n'est pas une victoire de l'opposition démocrate, c'est une victoire de l'équilibre constitutionnel sur l'exécutif impérial. Cette trajectoire est possible, mais elle exige que suffisamment de sénateurs républicains acceptent de payer le prix politique de la dissidence de manière soutenue. Et pour l'instant, rien ne garantit qu'ils soient prêts à le faire sur la durée. La deuxième trajectoire est la dérive normalisée. Dans ce scénario, le Congrès continue de protester symboliquement, mais sans jamais bloquer réellement le président. Les résolutions sont votées puis ignorées par l'exécutif. Les urgences se multiplient et personne n'ose les annuler juridiquement. Les menaces militaires deviennent un outil de négociation ordinaire. Et progressivement, l'idée que le président peut gouverner par décret et par urgence devient la norme acceptée, non par décision consciente du peuple américain, mais par accumulation de précédents non contestés. Le Congrès continue d'exister formellement, mais il perd toute capacité réelle de contraindre l'exécutif. Cette trajectoire est la plus probable, parce qu'elle ne demande aucun courage particulier à personne. Elle demande juste de continuer à faire ce que tout le monde fait déjà, protester un peu, puis céder devant la pression présidentielle. La troisième trajectoire est la rupture constitutionnelle ouverte. Dans ce scénario, le président, confronté à une opposition même modeste du Congrès, décide de forcer le passage de manière spectaculaire. Il déclare une urgence majeure, une crise économique, une menace terroriste, un conflit militaire limité, et gouverne en contournant complètement le pouvoir législatif. Le Congrès peut alors soit capituler définitivement, soit engager une procédure de destitution. Dans les deux cas, la crise constitutionnelle devient ouverte et visible pour tous les citoyens. Les institutions cessent de fonctionner de manière prévisible et le système politique américain entre dans une période de réalignement profond dont personne ne peut prédire l'issue. Cette trajectoire est la moins probable à court terme, mais elle n'est pas impossible, parce qu'elle dépend d'une seule variable, jusqu'où un président est prêt à aller pour préserver son pouvoir et son image de leader fort. Et cette variable
Personne ne peut la contrôler, sauf le président lui-même. Je ne prétends pas savoir comment cette histoire se terminera. Personne ne le sait. Les systèmes politiques sont trop complexes, les acteurs trop nombreux, les contingences trop imprévisibles. Mais je sais ceci, nous sommes à un moment où les choix comptent de manière disproportionnée, où le silence n'est plus neutre, où l'inaction elle-même devient une forme de consentement à la transformation du système. Les institutions ne se défendent pas toutes seules, elles dépendent d'hommes et de femmes qui acceptent de les défendre, même lorsque c'est politiquement coûteux, même lorsque c'est personnellement risqué. Et pour l'instant, nous voyons quelques sénateurs républicains faire ce choix, pas tous, pas assez, mais quelques-uns. Et c'est suffisant pour poser la question qui définira cette période. Est-ce que la loyauté partisane, qui a pendant des décennies servi de mécanisme de contrôle interne sur les présidents, peut encore fonctionner, ou est-elle devenue un obstacle à la préservation du système constitutionnel lui-même? Ma conviction, fondée sur l'observation des mécanismes institutionnels plutôt que sur l'espoir, et que nous sommes en train de découvrir la réponse en temps réel, et que cette réponse déterminera non seulement l'avenir de cette présidence, mais aussi la nature du pouvoir présidentiel américain pour les décennies à venir. Parce qu'une fois qu'un précédent est posé, il ne disparaît pas avec le président qui l'a créé. Il reste prêt à être utilisé par le prochain leader qui en aura besoin ou simplement l'envie. Et si ce précédent dit qu'un président peut gouverner seul, par urgence permanente, sans négociation ni compromis réel avec le Congrès, alors nous n'aurons plus une république constitutionnelle. Nous aurons une présidence élective, certes, mais impériale dans son fonctionnement. Et cela, les pères fondateurs l'avaient expressément voulu éviter, non par idéalisme naïf sur la nature humaine, mais par réalisme dur sur la dynamique du pouvoir. Ils savaient que les hommes de pouvoir, quelles que soient leurs intentions initiales, finissent toujours par abuser de l'autorité qu'on leur laisse sans contrôle effectif. C'est pourquoi ce moment compte plus que les manchettes ne le suggèrent. Non pas parce qu'il est spectaculaire, il ne l'est pas particulièrement, mais parce qu'il est décisif sur le plan structurel. Les décisions prises aujourd'hui, dans le silence des bureaux du Capitole, dans les conversations privées entre sénateurs républicains inquiets, dans les votes qui semblent techniques mais qui sont profondément constitutionnels, dessineront le visage du pouvoir américain pour les générations futures. Et si ces décisions penchent vers la facilité, vers l'accommodation, vers le silence complice, alors nous aurons tous contribué, par notre passivité collective, à la transformation silencieuse d'une république en quelque chose de différent, quelque chose que les fondateurs n'auraient pas reconnu et que nous ne devrions pas accepter sans résistance.